Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le 6 juillet dernier à Alexandrie en Égypte, le tenant du titre se faisait sortir au stade des huitièmes de finale par les Super Eagles du Nigeria. Cette grosse désillusion des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations égyptienne n'a pas laissé indifférents les millions de Camerounais viscéralement attachés à leur équipe nationale Fanion. Entre le mouvement d'humeur au sujet des primes avant le départ pour l'Égypte et les choix questionnables de l'entraîneur Clarence Seedorf, tout au long de leur participation, les Camerounais veulent savoir pour tout ce qui s'est passé lors de cette autre aventure foireuse en terre égyptienne. Et qu'il en soit, c'est 20h, le journal de Cédric Noufélé. Tout de suite après, c'est le débrief. Dans un instant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Le fait du jour, aujourd'hui, on s'intéresse les Lions indomptables et la CAN 2019, autopsie d'une élimination programmée. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jules Mbézélé. Pour la première fois sur le plateau, et qui n'en soit. Bonsoir Jules. Bonsoir monsieur Autou. Voilà, bienvenue. Bonsoir tout le panel. Voilà, vous êtes entraîneur de football. Oui. Donc vous connaissez le football. Vous connaissez le football. Bienvenue, c'est tout bénéf pour les millions de téléspectateurs d'Equinox. Merci beaucoup. Bienvenue. Emmanuel Marc, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir le copanéliste, bonsoir vos doyens. Vous nous avez manqué, il faut le dire, bon retour chez vous, bon retour à Equinox Soir. Voilà, analyste sportif bien connu, Emmanuel Mahop, bienvenue une fois de plus. À côté de vous, Alain Dipou. Alain Dipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs. Et c'est un plaisir de partager ce plateau et relevé pour discuter football. Vous savez, c'est quasiment l'opium du peuple camerounais. Voilà. Vous êtes conseiller du directeur de la publication du quotidien Le Messager. Absolument, c'est également... Qui a consacré sa une aujourd'hui à ce qui s'est passé. Oui, effectivement. Donc vous n'êtes pas sur ce plateau ce soir par hasard, là. Je ne sais pas si je suis arrivé à l'encan. Non, je ne veux pas le dire ainsi, mais je pense que la publication de ce jour prédestiné mon passage déjà à Equinox Soir. Je peux le subodoré ainsi, parce qu'effectivement, la une du Messager aujourd'hui a été consacrée à l'autopsie, si on veut reprendre votre formule, mais non, moi je préfère plutôt parler de l'auto-évaluation de la déconvenue de l'expédition égyptienne avec l'élimination assez précoce, n'est-ce pas, des Lions indomptables. Okay. C'est ça la vitrine principale, n'est-ce pas, de la livraison de Messager de ce jour. Voilà. Et notre habitude de ce plateau, Jean-Baptiste Ketchatin. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Serge Alain Autou. Bienvenue. Hein. Merci. Ça fait un bon bout, hein, Jean-Baptiste. Je ne m'en étais pas rendu compte. Nous, on est toujours heureux d'être invités en tant que Maïdem pour partager avec les Camerounais notre point de vue sur les questions importantes de la vie nationale. Voilà. Emmanuel Mahop, dites-moi, où est passé Clarence Seedorf? Vous posez la question, je ne suis pas son communicateur, encore moins son attaché de presse. Non, Clarence, il n'est pas au Cameroun. Mais pourquoi? Justement, vous faites bien de me poser cette question. Il aurait fallu que Clarence Seedorf et tout son staff et les Lions indomptables étant partis du Cameroun pour aller, l'espérait-on, l'ensemble de tous les Camerounais, conquérir, j'allais dire conserver nos titres. Il aurait été plus sympa quand même que le staff technique et Clarence Seedorf, l'entraîneur en chef, qui revinrent au Cameroun, voilà, pour s'expliquer, ou du moins pour faire le mea culpa, j'ai envie de le dire comme ça, à Mondovision, ou bien dans le cadre même d'un point de presse, même pas d'une conférence de presse. Ça aurait pu être justement l'objet d'un point de presse que Néné, voilà, après l'élimination, vous en parliez tout à l'heure, ben c'était la débandade totale, on va le dire comme ça, mais c'est compréhensible aussi du point de vue justement du fanatisme, j'ai envie de dire, de l'ensemble des Camerounais. Le frangin de droite le disait à juste titre tout à l'heure, le foot étant l'opium du peuple, ben généralement quand on perd, on n'est pas assez responsable de ça et on se dit, ben vaudrait mieux, voilà, partir chacun de son côté que de venir s'expliquer. Voilà, Jean-Baptiste Ketchating, des Lions qui sont sortis le 6 juillet dernier à Alexandrie. Et on a une délégation presque en lambeaux. Le coach, il est parti le lendemain. Il est allé en Europe. Il est rentré, entre guillemets, chez lui en Europe. Des joueurs, il y en a qui ont
emboîté le pas, d'autres sont venus au Cameroun. Comment comprendre cette débandade-là? C'est traditionnel. En général, quand les Lions perdent, c'est toujours à peu près comme cela que la délégation se sépare. Donc, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, même si ce n'est pas comme ça que cela devrait se faire. Quand on sait qu'on est une équipe, on est parti pour un but, on devrait pouvoir se séparer de manière mieux organisée, de manière à ce que les gens comprennent, comme M. Mao vient de le dire, ce qui a pu se passer. On peut s'expliquer quand même. Ce n'est certes pas une obligation cruciale, mais c'est préférable pour l'unité des supporters, pour la communauté de joie que les Lions nous apportent, que à chaque fois, à chaque étape, que nous soyons avec eux, que ce soit lorsque nous avons gagné ou lorsque nous avons été éliminés, ou bien même quand ça se passe de manière catastrophique, il faudrait pouvoir expliquer aux gens, parce que les Lions sont les Lions parce que les Camerounais existent. Et si les Camerounais ne savent pas ce qui se passe dans les Lions, ce n'est plus qu'une affaire d'une dizaine ou une centaine de personnes. Vous êtes entraîneur de football, Jules Bézélé. Est-ce que, on va le dire, le capitaine devrait laisser le bateau aller comme ça? Ils sont partis quand même du Cameroun. C'est une débandade totale, comme vient de dire mon cher frère Mao. Vraiment, en débandade comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Lorsqu'on finit, comme vient de le dire aussi mon frère Jean-Baptiste Ketchaté, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand on revient en communion. Comme on est parti d'abord en communion, on revient en communion. Aujourd'hui, on se sépare comme nous sommes les badauds. Ça, c'est notre équipe. C'est notre équipe nationale. On a besoin de notre équipe nationale. Quand je vous entends sur la télé en train de parler, quand j'entends le Maroc en train de parler de football, en train d'expliquer, mais il est choqué. Nous sommes choqués. Et comment ils sont choqués? Nous ne devons pas rentrer comme ça. C'est notre football. Disons tout, parlons tout. Merci. Ok. Alain Djipou, depuis le 6, on regarde, comme on dit, de manière triviale, les autres jouer. On regarde ça à la télévision. Mais on doit tout de suite pointer sur l'entraîneur. C'est le principal responsable de ce qui s'est passé en Égypte. Bon, il faut quand même... C'est trop facile de pointer un doigt sur Clarence Seedorf seulement? Non, mais je crois qu'il faut savoir raison garder. Je voudrais faire une analyse qui est simple pour dire que, à la vérité, l'échec est global. Il n'y a pas ici un bouc émissaire tout trouvé pour porter le chapeau de l'élimination des Lions. Parce qu'on était dans un environnement pas vraiment propice à la gagne. Et la suite, c'est qu'on est sorti. Avant d'arriver en Égypte, nous étions pratiquement les derniers à fouler le sol égyptien. Hors délai, plus exactement, nous espérions qu'arrivés les derniers, nous partirons de là également. Les derniers, parallélisme de forme oblige. Malheureusement, nos espoirs ont été déçus par les 23, et les 23 Lions et les 23 encadreurs. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein des Lions pour qu'on en arrive à cette catastrophe, entre guillemets? Du point de vue de l'analyse, on peut tout de suite questionner un certain nombre de faits de jeu. On peut questionner le coaching, mais pas arriver quand même à faire porter tout le chapeau de cette élimination au chef d'orchestre du staff dirigeant ou technique qu'est Clarence Seedorf. Je voudrais ici dire qu'on était bien parti pour que ça finisse en eau de boudin, parce que dès le départ, comme il fallait s'y attendre, c'est devenu une habitude dans la sélection nationale camerounaise. À chaque grande compétition mondiale, le Cameroun est toujours englué dans des questions de revendication, de primes et autres. Pour dire que l'environnement, le paysage administratif n'est pas balisé pour éviter ce genre de choses, malgré des efforts qui ont été faits. Tout un décret avait été pris dans ce pays pour demander à ceux qui gèrent le football camerounais, à savoir le MINSEP et la fédération, que ceux-ci publient 3 mois avant l'état des primes. Lorsqu'une équipe nationale est
pour ce qui est surtout du football, est qualifié pour une compétition internationale. Donc, j'ai le sentiment que dans ce pays, on ne respecte plus rien du tout. Le décret est là. Où il était où? Pendant que, à la veille du départ de l'équipe nationale pour la campagne égyptienne, que les joueurs en viennent encore à se triper, à revendiquer, à poser sur la table des questions de primes qui étaient supposées être réglées. En 2017, on n'a pas eu de tapage en ce qui concerne les primes. Et la suite, on la connaît. On est revenu de Libreville avec la Dame Coupe. En 2002, c'était la même rengaine. On n'a pas été... les joueurs n'avaient pas été mieux servis, mieux satisfaits. C'était sur les revendications. 2010, bis repetitas. 2014 au Brésil, même chose. Et la suite, c'était la déconvenue que l'on sait. Donc, pour dire que chaque fois qu'il y a un environnement pas assaini autour des Lions, l'échec est prévisible. Et je crois que c'est cela qui vous a certainement poussé à choisir comme formule de ce soir autopsie d'un échec programmé. Oui. Pourquoi échec programmé? Parce que tout simplement, on a le sentiment que ceux qui ont la responsabilité d'organiser le football dans ce pays n'avaient pas tout à fait fait leur part de boulot. La preuve, il y a eu encore des revendications, les joueurs n'étaient pas contents. Or, on savait depuis lors que ces gars devraient aller à la CAN. Donc, on devrait amorcer les pourparlers sur les primes depuis de longs mois en avance, ce qui n'a pas été fait. Il aurait fallu donc attendre la dernière minute quand l'avion est prêt pour le vol, pour atterrir en Égypte, que les gars sortent du bois pour commencer à exiger les primes, sinon ils n'iront pas en Égypte. Finalement, ils ont accepté d'aller mouiller le maillot. Bon, beaucoup ont estimé que ça s'est déroulé dans un contexte assez particulier où l'État du Cameroun avait organisé tout un deuil national en mémoire des soldats qui étaient tombés à Darak. Et donc, la sortie des Lions sur le terrain de revendication des primes était malvenue avec le deuil national. Et tout de suite, on a failli fusiller, entre guillemets, ces 23 Lions parce que beaucoup ont estimé que ce n'étaient pas des patriotes. Ceux qui sont tombés n'avaient même pas reçu 1 million chacun avant d'aller au front pour défendre le drapeau national. Et donc, ceux qui étaient en Égypte, vraiment, c'est devenu des commerçants, c'est des activités mercantilistes. Ce n'est pas du patriotisme. S'ils exigent 40 millions, leur donnent 20 millions. Ils n'avaient qu'à accepter et puis le reste, on verra après. Bon. Seulement, les habitudes ont la peau dure au Cameroun. Okay. Dès qu'il y a des engagements qui sont pris par les pouvoirs publics, on fait basta, on fait table rase. La suite, ça devient l'argent est entre New York et Paris, l'argent est dans un avion, ça circule et on ne voit plus la traçabilité. C'est pour ça que les gars voulaient qu'au départ, les jeux soient clarifiés et ils n'ont pas voulu prendre l'avion tant que il n'y avait pas un certain nombre d'engagements. Vous avez vu, chacun a dû percevoir ses 20 millions avant même d'entrer dans l'avion. On a fait un chantage systématique à l'État du Cameroun qui a cédé encore une fois à ce chantage-là des Lions. Donc, il faut tirer dans les leçons. Est-ce que c'est comme ça qu'une équipe doit aller affronter une équipe qui se veut ambitieuse et puis de surcroît champion en titre, oui, qui devrait justement aller défendre son titre? Est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'une équipe qui se veut conquérante doit affronter la compétition la veille d'une entame aussi capitale? Ok. Jean-Baptiste Ketchatin, parlant justement de ces revendications des Lions avant leur départ, beaucoup leur ont posé le fait que la situation sociopolitique imposait quand même qu'ils lèvent le pied. Il faut faire attention parce que il y a des amalgames. Ils ne devaient pas être aussi exigeants parce que le pays traverse. Quand on dit aussi exigeant, c'est par rapport à quoi? Les textes sont certes clairs, mais on leur demandait. Hein. Certains leur disent il faut regarder le pays. Il y a des amalgames qui peuvent être dangereux. D'essayer de poser ces lions indomptables là au Camerounais lambda, parce que quand le Camerounais ordinaire qui trime chaque jour pour gagner 500 francs ou 1000 francs, entend dire que quelqu'un a refusé 20 millions parce qu'il en veut 40, évidemment, il ne peut être que choqué. Soit, si c'est un vrai fan, il va mêler sa voix à ceux qui disent, s'il vous plaît, prenez ça, et puis on verra plus tard. Si c'est un mauvais fan, il va exprimer des sentiments, un ressentiment, peut-être même
un mécontentement, mais il faut faire très attention parce que les amalgames que l'on a fait entre les lions, les soldats, les enseignants, les médecins, etc., sont très dangereux. L'industrie mondiale du football génère beaucoup d'argent que les joueurs ont légitimement le droit de revendiquer. Légitimement le droit de revendiquer dans le cadre de l'industrie mondiale du football. Je ne parle pas dans le cadre d'une justice globale de la répartition des revenus du travail. C'est dans le cadre du foot. C'est quand vous voyez l'argent qui circule dans le foot, qu'un joueur réclame 20 millions à la Fédération camerounaise de football et au ministère des Sports, cela ne me semble pas extraordinaire. Si on leur réclame des gestes de solidarité nationale, il faut d'abord leur payer ce qu'on leur doit. Oui. Et après, les gens peuvent dire, mais on pensait que vous pourriez penser à aider les gens qui sont en difficulté. Donc, faire ce type d'amalgame-là, c'est pas bien parce que ça donne l'impression que soit ces gens-là, ils sont irresponsables, ou alors c'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun, c'est des mercenaires carrément. Parce que quand on voit toute l'histoire des revendications de primes dans les Lions, on ne peut pas leur donner tort, même si les montants sont impressionnants. Donc, il était important de faire... quand on regarde tout l'argent que la FECAFOOT et le ministère des Sports brassent, et toutes les contestations internes, je ne parle pas des dénonciations qui peuvent venir de l'extérieur, les contestations internes de cette gestion-là, on ne peut pas dire que cet argent-là est bien géré. Donc, cela étant dit, il faut revenir au fond. Si on veut organiser les compétitions de manière à ce que ce genre de choses ne se produisent pas, on sait très bien ce qu'il y a lieu de faire. Peut-être que mais les textes sont là, Jean-Baptiste. On le dit souvent ici en tant que représentant du MINDEM. Nous disons toujours que le problème au Cameroun, dans tous les secteurs de la vie, c'est pas une question de texte. Oui. C'est une question de volonté d'application et surtout d'engagement. Parce que les gens qui critiquent les lions là, mais il faudrait que tous les compartiments de la société agissent comme les lions. Lorsque votre droit ou ce que vous pensez être votre droit est violé, levez-vous en groupe et agissez. Vous avez vu comment on a insulté certains d'entre eux au point d'évoquer leurs origines tribales, ethniques. Mais ils n'ont pas scié, ils sont restés en un bloc. Peut-être qu'ils avaient tort, peut-être qu'ils avaient raison. Mais l'exemple de revendication doit inspirer toutes les catégories sociales et professionnelles camerounaises. Les médecins, les enseignants, etc., etc. C'est dans ce sens-là que l'on doit aller. Les textes sont écrits. Quel texte n'est pas écrit? La Constitution du Cameroun dit qu'il faut privilégier, il faut promouvoir le travail. Regardez la situation de chômage dans notre pays. C'est écrit dans la Constitution. C'est une des choses les plus importantes. Nous devons avoir une république sociale donc qui protège les travailleurs. Vous pensez que dans ce pays, le travail est protégé? Pas du tout. La richesse nationale est protégée? Les valeurs sur lesquelles nous devrions fonder notre pays, est-ce que ces valeurs-là sont protégées? Donc, regardons certes les lions de manière critique, essayons d'améliorer, mais ne leur faisons pas porter le chapeau de la désorganisation. Il est trop grand pour eux. Jean-Baptiste, avec ta permission, ce qui a davantage choqué dans cette affaire de revendication des primes autour des lions, c'est que ceux qui étaient de l'expédition, les joueurs s'entend, de l'expédition des Villoises en 2017, avaient perçu moins de 20 millions, ils en verraient 17 millions. Ils n'ont pas fait de boucan, ils n'ont pas fait de revendication. Et le résultat était là. Les Lions sont arrivés au moment où, au sommet, alors qu'ils n'étaient même pas attendus. Ils ont gagné la compétition. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est à peu près les mêmes Lions. Pourquoi est-ce que... c'est à peu près la même équipe. Jules Mbézé, revenons maintenant au jeu. Ok, oui. Il y a un certain nombre de questions qui taraudent les esprits. On a parlé d'un effectif, d'une présélection un peu pléthorique. C'est-à-dire que Clarence Seedorf a mené en stage beaucoup de joueurs. Et il y a un voice qui circule qui dit un certain nombre de choses. Vous avez suivi ce que dit un certain Boumal, pour ne pas le citer. Oui, en quelque sorte, le coach a amené 35 joueurs. C'est 35 joueurs. Il était 37 au départ. 37 au départ. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas les joueurs. Il ne les connaissait pas. Et il devait les faire aller en stage. On devait aller en stage et préparer les joueurs. Vous voyez, de temps en temps,
S'il prend 30, parfois on prend les 23, on les a mis une seule fois. Combien 25? Le groupe de la Mauritanie, le 20 mai, justement, voilà. Démontré aux yeux du monde entier l'équipementier de la sélection dans un premier temps. Et ce même 20 mai de l'an de 2019, rendait public la liste des 23 joueurs prêts à aller jouer à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pourquoi nous on prend 35? Vous dites que parce que Clarence Seedorf ne les connaissait pas. Il ne les connaissait pas tous. Et les noms venaient aussi de tous les côtés. C'est pas là que je touche. Je suis avec, non, vous avez déjà touché. Okay. Les noms venaient de partout. C'est-à-dire de partout. Ça veut dire que le téléphone est là. Il faut tel. Et les gars, on sommes déjà à 35. Est-ce que c'est mauvais en soi de proposer un joueur? Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais vous faites seulement très attention. Oui. Est-ce que tous ces joueurs sont en compétition? Est-ce que tous ces joueurs ont des jambes au moins qui égalent aux heures de jeu? C'est la question. Maintenant, en ce qui concerne notre équipe, vous voyez comme a dit mon frère Jean-Baptiste tout à l'heure, que ce sont les mêmes. On n'a pas changé, ce sont les mêmes. Mais il y a un couac, c'est qu'on était déconcentrés. On était déconcentrés par rapport à d'abord ce qu'il a dit. La prime. C'est ça qui a. C'est ça d'abord. C'est là où ça commence. C'est ce jour-là qu'on a perdu notre. C'est là où ça commence. Le titre. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Après, on va aller techniquement, je vais vous expliquer. Oui. Techniquement. Mais c'est là surtout le troisième but, hein. Je veux que vous expliquiez aux téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Dites-nous un peu, c'est le but qui fait mal, qui nous sort là. Pourquoi on encaisse ce but? Non, c'est déjà l'entraîneur a dit. Comment on encaisse ce but, le ballon vient vers la gauche. Oui. Faille perd le ballon. On ne donne pas un ballon vers l'avant. On ne donne pas le côté et de manière oblique. Il donne un ballon, on bloque. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Faille, au lieu d'entrer à l'intérieur, a continué à prendre sa ligne. Et lorsqu'il a continué à prendre sa ligne, Banana sort. Quand Banana sort, qu'est-ce qui se passe? On remet le ballon à l'intérieur. Lorsque on appelle comment Gade arrive, le gars bloque Gade. Quand il bloque Gade, il le met à l'extérieur. Donc il se trouve maintenant nez à nez avec le gardien. Qu'est-ce qui se passe? Je mets dedans. Il a placé, il a mis dedans. Il a bloqué. C'est tout. Ou j'ai le penalty, ou je marque. Et on n'en peut pas aller, il ne pouvait pas prendre ce but. Vous dites vous dites que ça donne du système. Vous dites qu'en 84, qu'est-ce qui nous a fait gagner en 84? En 84. Il y avait des doublures, vous parlez d'un Basilic et Sinkotti. Oui. Dites-nous. Je vais vous expliquer. Les Lions arrivent à Agnété en 84 pour aller porter, pour prendre la première coupe d'Afrique. Des nations. Des nations au Cameroun. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Il y a les joueurs qui sont là. Je suis avec eux presque chaque soir parce que j'étais à Agnété. Ils viennent à Agnété jouer contre une équipe de deuxième division, pas de première division, qui était Fomès, où je jouais dans Fomès, j'étais capitaine dans Fomès au moment. On joue, je vous assure, Mbassi qui était latéral gauche, père son âme, était latéral gauche, on avait un ailier virevoltant. Il faisait les stands à tout le temps. Alors on sort Mbassi, le coach dit à Sinkotti, Sinkotti Isaac. Sinkotti est venu, il a pris la place. Voilà comment on cherche à former une équipe. On ne forme pas une équipe lorsqu'on est en compétition. On ne forme pas une équipe lorsqu'on est en compétition. Moi j'ai cru, lorsqu'il a commencé le premier match, on a gagné 2 buts à 0. Oui. Si vous prenez encore mon élément encore aussi dedans. Mon élément, qu'est-ce que j'ai dit? Déjà l'attaque, nous arrivons déjà dans la surface de réparation. C'est qu'il y a bon. Le milieu de terrain, il faut encore chercher. La défense, elle n'est pas bonne. Voilà mon premier élément. Lorsqu'on pose la question avec Fouet et Equinox, c'est voilà mon premier élément. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Deuxième match, je me suis dit, le coach a compris ce que j'ai parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a changé. Je me suis dit, bon, il est en train de chercher quelque chose. Mais le troisième match, c'était... Mais vous encouragez, on nous a souvent dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On a gagné, non? Je dis bien au premier match là. Oui. Le deuxième match, il y avait quelques couacs. Il fallait fermer. Il a fermé, il a essayé de fermer. Moi, j'ai cru qu'il devait arrêter là, mais il a continué. Okay. C'est là où le mal blesse. Emmanuel Marc, justement, ce qui revient pose comme grief à Clarence Seedorf, c'est ces changements, ces turnovers-là. 4 matchs, 4 équipes différentes et surtout en prime. Franck Zambo-Anguissa, homme du match Cameroun-Guinée-Bissau, homme du match Cameroun-Ghana, il est face au Super Eagle.
au banc de touche. Comment comprendre ça? Je voudrais déjà, si Alain me le permet, lui dire que le foot a son référentiel. En réalité, c'est un peu comme un opéra. Celui qui est le maestro, c'est lui qui est responsable quand le flûtiste ou le pianiste a joué une fausse note. Donc en l'état, à l'heure où on parle à Equinox Télévision, il est à peine 19h30, le sélectionneur Clarence Seedorf est responsable de la débarque. C'est ça le référentiel, c'est ça le monde du football. On ne peut pas se départir. Maintenant, on pourrait voir à quel degré de responsabilité, mais c'est le sélectionneur, c'est lui le metteur en scène. Mais maintenant, et à juste titre, Serge me questionne là-dessus. Sur les choix, c'est communiqué par télépathie parce que je voulais répondre d'abord à cette question. Mais maintenant, sur les choix, le doyen a dit quelque chose de sympa. Il ne faut pas avoir fait Clairefontaine ou le centre technique d'Oudja de CAF. On sait pertinemment que dans le foot, en phase finale, on y va avec une idée arrêtée de son équipe type. Avec en backstage, justement, quelques remplaçants qui pourraient suppléer au cas où. Il peut avoir une blessure, il peut avoir une expulsion, il peut avoir une méforme, voyez-vous. Et en phase finale, en réalité, on peut, lors du premier match encore, après, à l'issue du premier match, se rendre compte qu'on a fait des choix qui ne sont pas sympas. Mais dès le deuxième match, mon cher Serge Alain Otto, on ne se doit plus de faire ce que vous avez appelé le turnover. C'est même le terme indiqué, vous employez le terme indiqué dans le football, turnover. Et quand est-ce qu'on le fait, même ce turnover? Généralement, on le fait et quand l'essentiel est acquis, c'est-à-dire quand on a eu coach monté. Voilà, quand on a eu des victoires, quand on est qualifié. Le Nigeria l'a fait lors du 3e match contre Madagascar, mais le Nigeria perd. Heureusement ou malheureusement, parce qu'en l'état, ils sont en demi-finale. Donc, on assure l'essentiel à la première journée, à la deuxième journée. Le cas échéant étant, la CAF étant passé de 16 à 24, il est évident que les 4 meilleurs troisièmes se seraient qualifiés de fait pour les huitièmes de finale. Voyez-vous. Donc, quand on gagnait les 2 matchs, on était sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Et après ça, donc, on peut allier une équipe, justement, pour faire reposer les cartes. C'est ce qu'on appelle le turnover. Mais il se trouve que, malheureusement, évidemment, je ne suis pas un technicien, mais la petite observation que j'ai du football me permet de crier haut et fort que Clarence Seedorf, en l'état d'ailleurs, il a fait un mea culpa il y a 2 jours, il a fait ce qu'on appelle une catastrophe. C'est pas possible. On ne peut pas aller en phase finale de Coupe de la Fédération avec 4 systèmes différents et 4 équipes totalement différente. C'est vrai qu'il y avait André Onana, il avait une certaine colonne vertébrale, mais il a changé à chaque fois. On peut même, à la limite, et c'est ça le plus important, il faut faire le distinguo là-dessus. Onana et Mike Ngandou qui ont joué tout. On peut changer même les hommes, mais maintenir le système. Voyez-vous, parce que dans le football, on peut avoir des joueurs qui s'adaptent au système. C'est pour cela d'ailleurs, ça c'est un intermède que je fais, certains joueurs camerounais ou africains s'intègrent facilement en Europe. Pourquoi? Parce que tactiquement, ils rentrent dans le système. Quand vous ne rentrez pas dans le système, c'est très grave. Donc, revenant en sélection, on peut changer des hommes et maintenir le système. Mais on ne peut pas à chaque fois changer de système. Alors là, c'est la catastrophe. D'où j'ai envie de dire la débâcle des Lions. C'est vrai, vous me le direz, vous allez certainement me questionner dessus. Il y a 24 équipes qualifiées, toutes font des préparations, etc., etc. Mais il y en a une qui est au sommet de la pyramide. Ce sera le cas le 19 juillet. Mais sauf que mon cher Serge Otto, moi j'en ai encore la chair de poule. Le Cameroun aurait dû perdre cette rencontre avec ses armes à la main, mais qu'on commence un match, mon cher Serge Alain, de 11 joueurs, 10 joueurs de champ, avec 4 joueurs, 4 attaquants, même pas 4 joueurs à vocation offensive, parce qu'il y a des joueurs qui savent se projeter. Quand vous regardez Ngana Gueye, le Sénégalais qui a marqué le but hier, c'est un relayeur, même à Everton, où cette saison il a joué environ 34 matchs, voyez-vous, pour 3005 minutes de temps réel de jeu, mais il a cette vocation, comme le Mathieu dit, de se projeter vers l'avant. Donc il peut à un moment donné du match être un joueur à vocation offensive. Mais les 4 attaquants qu'on a liés, Jay Clinton, Bassogo, Choupo-Moting, et puis Baoken, dans leur club respectif, c'est les attaquants. Choupo-Moting cette saison, 31 matchs avec le Paris Saint-Germain, c'est vrai, avec un temps de jeu réduit parce qu'il rentrait à chaque fois, 3 buts marqués. Les 3 buts qu'il marque, il les marque comme avant-centre, voyez-vous. Clinton J, les bribes de batte, il en a joué 18 à peine avec l'Olympique de Marseille. Ça veut dire qu'il rentrait à chaque fois. À chaque fois qu'il rentrait, il rentrait comme avant-centre des fois. Et qu'on me fasse jouer 4 joueurs à vocation à 4 attaquants, vous jouez contre le Nigeria, alors que moi j'ai regardé, j'aurais terminé par là, les matchs comme le Brésil à la Copa América, demi-finale contre l'Argentine. D'ailleurs, le Brésil s'est comporté comme ça. Le Brésil joue avec une équipe avec environ 6-7 joueurs à vocation défensive qui ont la possibilité de se projeter vers l'avant. Mais ils vous laissent le ballon, voilà, ils procèdent par contre. C'est comme ça qu'on fait pour gagner les matchs. C'est comme ça que l'équipe de France a fait en 98. C'est comme ça que l'équipe de France de Deschamps a fait en 2018. Alors là, en ce moment, je dois vous dire, c'est Seedorf, malheureusement.
et bien la suite, on a envie de se poser la question, indépendamment du fait qu'il soit contractuellement lié pour 3 ans encore, j'ai envie de dire. Oui. Non, il a signé pour 4 ans. Je voudrais quand même, 3 ans. je voudrais quand même mettre un bémol sur la sortie d'Emmanuel Mao. D'Emmanuel Mao pour dire que c'est bien beau de faire porter le chapeau à Clarence Seedorf, le sélectionneur national des Lions. Il est responsable de la débâcle des Lions, selon vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc le limoger. Si on suit votre développement, c'est que ce coach ne nous sert à rien. Il faut donc le dégommer et trouver un autre oiseau rare. Non, ce serait un peu facile. Moi, j'ai envie, je ne veux pas être son avocat autour de cette table. J'ai seulement envie de dire qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on accepte que le Cameroun a une carence en termes d'attaquants de race. Vous savez très bien que depuis un certain temps, on n'a pas un joueur de la trempe de Mila, un joueur de la trempe de Patrick Mboma, un joueur de la trempe de Eto'o Fils, qui à tout moment pouvait changer le cours d'un match. On n'a plus Alain, j'ai envie de réagir, mais je respecte les téléspectateurs parce que c'est mon domaine, le foot. Que vous le disiez, il y a Tagueux qui s'est blessé. Vous êtes en train de réagir. Et en sa main, justement, en Suisse. Non, vraiment. Permettez. Allez-y. Quand vous commencez avec des noms bizarres comme ça, là, il vaut mieux que j'arrête. Sauf que je sois un peu plus dur. Oui. S'il commence avec ce genre de nom, je parle de Mila, je parle de Mboma, je parle d'Eto'o. On me cite quoi là, à côté? Non, soyons un peu respectueux de ces valeurs, s'il vous plaît. C'est des jeunes qui... Non, je suis désolé. Non. Pour l'instant, franchement, au-delà de la passion, il faut qu'on reste quand même logique. Ce que je dis est simple. Je constate qu'au Cameroun, on n'a plus ce genre de joueur. De la trempe d'Eto'o, et ça c'est un fait. On ne doit même pas discuter. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le coach dort. Qu'est-ce qu'on fait? Le coach, ce qu'on fait, le coach ne peut faire qu'avec ce qu'il a. Voilà. Même la plus belle femme, du monde ne peut donner ce qu'elle a. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez maintenant mettre tout sur les frêles épaules du pauvre Hollandais. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas le Hollandais qui a dit de ne pas payer les primes. Les 40 millions. Qui a déstabilisé le joueur. Je suis désolé. C'est un environnement pas propice à la gagne. Il faut donc tenir compte de ça. Si vous voulez gagner, créer une ambiance, un contexte où chacun doit gagner. Beaucoup s'accordent à dire que c'est le remplacement. Lorsqu'on remplace Georges Constant Mandiek. Un entraîneur a des objectifs. C'est lui qui a remplacé Mandiek. Il assume ses choix. Un entraîneur a des objectifs. Et ça a été catastrophique. Ça n'a pas tourné. Maintenant, vous voyez le catastrophisme. Si ça avait marché, vous auriez changé de langage. Oui, c'est ça le technicien, il assume ses choix. Voilà. J'aurais souhaité, s'il vous plaît, je fais allez-y. Honnêtement, Alain, je voudrais déjà, vous êtes un frangin, c'est vrai qu'on se rencontre pas souvent, je voudrais pas que sur ce plateau, on est des frangins en réalité et on le demeure. Je voudrais quand même vous citer des exemples. Argentine, on s'en souvient encore en 90, à la veille du match au stade Giuseppe Meazza contre l'Argentine, tenant du titre jusqu'à 5h du matin, les joueurs en étaient encore à réclamer les primes. Mais on va lors de ce match, on le gagne. Première des choses. Deuxième des choses, en 2017, vous en parliez tout à l'heure, il y a quelques années, il y a 2 ans, il n'y a pas Samuel Eto'o, il n'y a pas Mila, mais le Cameroun remporte son 5e titre. Voyez-vous, évidemment que il y avait un tueur de surface qu'on appelle Vincent Aboubakar. Cette fois-ci, il n'y avait personne. Je vous prends des exemples encore. L'équipe de l'Égypte a en son sein l'un des meilleurs attaquants d'Afrique, sinon le meilleur, Mo Salah, avec Trezeguet, qui forment une doublette extraordinaire. Ils sont sortis au 8e de finale. Donc on ne va pas quand même... La fédération égyptienne, pour insuffisant résultat, a jeté le tablier. Mais sauf sauf que je vous parlais des attaquants de race, qui n'ont pas fait la différence. Donc voilà. Oui, Jean-Baptiste Ketchaten, en août 2018, lorsque Clarence Seedorf et Patrick Kluivert signent pour un mandat pour un contrat de 4 ans, il leur demandait ceci: assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives, notamment et prioritairement la CAN 2019, au moins la finale, avec qualification à la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour vous, avec ce qui s'est passé le samedi dernier à Alexandrie, est-ce que Clarence Seedorf doit continuer avec les Lions de Boulogne? Il faut d'abord que ceux qui ont passé le contrat discutent avec les 2 autres
parties, les deux autres représentants de la partie co-signataire. Oui. Mais il faut éviter de se précipiter. C'est vrai qu'au Cameroun, nous sommes tous des entraîneurs de foot, nous sommes tous des petits présidents de la FECA Foot, et parfois même des joueurs, parce que lorsque vous voyez comment l'enthousiasme que nous avons tous derrière les Lions. Jean-Baptiste, Alain Djipo a sorti le cas de l'Égypte. Oui. Après l'élimination de l'Égypte, 8e de finale, le président, après avoir balayé d'abord le coach Aguirre, il a lui-même remis son tablier. Oui, vous savez, il ne faut pas regarder à première vue, lorsqu'on a échoué, on devrait pouvoir en tirer les conséquences. Dans le milieu du foot, c'est quasi automatique. Oui. Bravo JB. Oui, mais dans le contexte camerounais, agité comme il est, peut-être qu'il vaut mieux calmement poser les questions essentielles sur la table, faire venir les techniciens, confronter les points de vue techniques et dire à la fin, d'un point de vue technique, pourquoi avons-nous échoué? Les techniques du foot. Maintenant, d'un point de vue managérial, management de l'environnement des Lions, management financier, et peut-être un certain point de vue aussi management sportif sous-entend. Pourquoi avons-nous échoué? Et à partir de là, on peut tirer les conséquences. Mais lorsqu'on regarde une FECA Foot qui a eu tant de mal à se réorganiser au petit niveau où on est, pensez sérieusement que... on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, je dis au niveau où on est, parce que c'est pas un niveau acceptable pour un pays comme le Cameroun. C'est pas un niveau acceptable d'avoir d'avoir développé de si grandes performances, d'avoir offert de si grandes performances à l'Afrique, au monde, et d'avoir l'état que l'on a là à l'Afrique. C'est inacceptable. Donc, ne soyons pas... ne jouons pas plus vite que la musique, n'allons pas plus vite que la musique. Essayons de remettre l'ouvrage sur l'établi pour corriger ce qu'il y a à corriger. Okay. Parce que pour qu'on en arrive là, que les Lions mettent la pression, on a vu des fois où les Lions mettaient la pression et, excusez-moi le thème, ils s'en foutaient royalement. Les gars finissaient par se ranger parce qu'ils savent que les dirigeants sont tellement irresponsables qu'ils sont capables de laisser carrément l'équipe là traîner et arriver même en retard à la compétition. Okay. Donc on a déjà un peu avancé, ne précipitons pas les choses, essayons de les régler de manière calme pour s'assurer que demain notamment la CAN qui arrive sera la 6e du Cameroun. Mais moi je voulais... justement cette question elle vous est destinée. Vous avez dit Clarence Seedorf est là pour, c'est-à-dire qu'en août 2018 lorsqu'il signe, il parle son contrat. On lui demande de construire, de bâtir une équipe. Est-ce qu'il a même commencé à bâtir l'équipe? Je crois que même les signataires, là même, eux, ils ont échoué. Qui? Ils ont échoué. Bravo, ouais, tout à fait. Ils ont échoué. Tout à fait. Les signataires ont échoué. Absolument. Ce n'est pas ce qu'on devait demander à Seedorf. Et je savais, lorsqu'on faisait partir le coach, c'était pour reconstruire le football camerounais. Oui. Et j'ai expliqué, j'ai dit encore aujourd'hui, j'ai encore cet élément ici à l'intérieur. J'ai expliqué, si vous voulez que Seedorf viennent construire le football, attendez 5 ans. 5 ans. Par rapport à son jeu, par rapport à sa qualité et par rapport à son pays. Le football hollandais, c'est le football Barcelone. Le tiki-taka. Vous voyez hein? Lorsque après vous demandez de prendre notre équipe, allez, monte avec notre équipe pour la CAN. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bricoler, comme a dit mon cher frère Emmanuel. Et on va bricoler. Et on a bricolé, il faut voir comment on est en train de bricoler. On a bricolé, on a échoué. On a échoué. Donc ça veut dire que, comme a si bien dit Jean-Baptiste tout à l'heure, revenons sur terre, mais le coach, on doit le frapper. C'est-à-dire, on va essayer de regarder son contrat, on va lui donner les objectifs à atteindre. Mais ils sont fixés depuis août 2018. Ça figure dans le contrat. Bon, ça figure dans le contrat. Et la CAN qualifier les Lions pour le mondial. Je voudrais encore dire une autre chose. J'ai essayé de voir autour des Lions. Nous n'avons pas les gens mûrs autour des Lions. C'est-à-dire? Nous n'avons pas les gens mûrs autour des Lions là. Ça veut dire que... On a un staff de 23, on parlait de 23 personnes. Oui, 23 encadreurs. Quel genre d'encadreurs? Comment ça? Il y a des grands noms. Il y a Alain Boumson, les Palais Salomon Olembe. Tout ça, c'est des préparateurs psychologiques. C'est des valeurs. Oui, là vous m'avez piégé, je suis tombé. Pour vous dire que
pour dire, n'est-ce pas, Oui. notre football doit revenir à la raison. La reconstruction, il faut reconstruire notre football. Si, par exemple, lorsqu'on vient, comme a dit mon chef, je reviens vers Maroc toujours, hein, il dit que lorsqu'on a une équipe de football, on vient avec deux systèmes tactiques. La première tactique, c'est l'autre, c'est l'autre deuxième. Ça veut dire que quand ça ne va pas, ça veut dire que, je dis à Emmanuel, quand tu t'en vas là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus le 3-5-2 que j'ai demandé, c'est le 4-4 dont on retourne. Et avec qui? Avec les qui? Avec avec ces joueurs. On ne doit pas changer et les joueurs et changer aussi la tactique. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous avez vu. J'ai continué à expliquer. On a fait le premier match. J'ai expliqué le premier match. Je vous ai donné les déboires du premier match. Il y avait les déboires. Malgré la victoire. Malgré la victoire. Il a dit, on ne joue pas encore bien. Mais ça va aller. Et j'ai cru qu'on devait continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? On était bloqué. Regardez comment on prend les 2 buts. On a pris les 2 buts facilement comme ça, en 5 minutes. Non. Avec la sortie de Mandjek. C'est la sortie de Mandjek, vous êtes d'accord? Beaucoup pensent que c'est... Oui, parce que je voudrais expliquer pourquoi. Mandjek était comme le mât de notre milieu de terrain. Ça veut dire que le mât, c'est quoi? Il est là comme le monsieur, si on sait qu'il va à gauche, on va à droite. La manière qu'on avait foot. Quand on avait le foot dans le 3-5-2. Et on avait les 3 types de ballons dans le 3-5-2. Quand Fouet venait toucher le ballon par le gardien, il y a un mouvement, un autre mouvement. Quand Fouet demandait sans ballon, il y a un autre mouvement. Quand Fouet demandait de l'autre côté, ça veut dire qu'il va au deuxième poteau, il doit marquer le but. Ou Mouma laisse passer le ballon, il marque. C'est comme ça se passait. Bon, mais il n'a pas bien travaillé avec Mandjek. Ça n'a pas été très bien. Le premier match, Mandjek était là comme le mât. Si vous avez suivi le premier match, il était devant la défense. Mais il avançait pas trop devant. Il restait juste au rond central. Voilà comment Mandjek jouait. Maintenant, je sais pas ce qu'il a fait là. Vraiment, le coach, il doit prendre la chicotte et on va revenir à la maison. Ok. Je vais rester sur ces multiples changements. Ouais. Est-ce que c'est une façon de mettre une équipe en confiance? Pour ceux qui ont fait le match, comme on a dit, Kazambo Anguissa, homme du match, premier match, deuxième, mais il se retrouve au banc touche. Dans la tête du joueur, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, dans la tête du joueur. Il se met à douter? Oui, il peut douter, parce que Franck, en réalité, à Marseille, il y a 2 saisons, il était exceptionnel. Parce que lorsqu'on le met, on le fait rentrer en cours de jeu. Est-ce que c'est le même joueur? Non, du tout, parce que Franck, en réalité, il sait qu'il est un maillon essentiel, voyez-vous. Dans le foot, on commence à 11 joueurs, il y a ce qu'on appelle la colonne vertébrale, c'est-à-dire du gardien de but à l'avant-centre. Oui. Mais il y en a à cette colonne vertébrale, normalement, qui se doivent d'être des tauliers, des titulaires en puissance. Évidemment, un bobo peut les empêcher. Mais quand vous prenez quelqu'un... Mais on a quand même il y a Onana, il y a Michael Gandon-Gadjui qui était là. Absolument. On a changé avec Banana, la colonne vertébrale, c'est du gardien de but à l'avant-centre. Oui. Maintenant, parlant de Franck Zambo, avant qu'il parte à Fulham pour 30 millions d'euros, déjà, le montant du transfert doit montrer la valeur du joueur. Oui. Avant, à Marseille, il avait joué 45 matchs la dernière saison. C'est vrai qu'il rentrait en fin de match, mais pour un milieu de terrain, c'est énormissime. Voyez-vous, et à Fulham, il en joue près de 20, c'est vrai, aidé en cela par des blessures. Mais quand on revient en sélection en équipe nationale, compte tenu des performances produites au premier match et au second match, on se sent en confiance. Et qu'on vous fasse rester au banc de touche, c'est problématique. Ce d'autant plus que vous avez une valeur marchande, parce qu'il est annoncé à la Roma, il est annoncé dans certains clubs UP, voyez-vous. Donc forcément, qu'on vous fasse pas jouer alors que vous n'avez pas mal joué, c'est quelque chose qui rentre dans votre psyché et probablement ça fait vous provoquer quelque chose. Mais pour le match, pour le remplacement, quand Georges Constant Mandjek sort à la 62e minute, c'est vrai, l'idée est bonne du coach. Il se dit Georges Constant, c'est la sentinelle. La sentinelle même c'est quoi? Je vais l'expliquer. Le football moderne maintenant, avant il y a longtemps, sous Guiro encore, entraîneur de l'association de la jeunesse au CER, c'était le marquage individuel strict. Ça veut dire Basile Boli était sur l'attaquant, c'était comme ça un peu. Les stoppeurs ils étaient cogneurs, ignaquais. C'était quasiment du box to box. Mais maintenant le football moderne voudrait qu'on fasse un marquage en zone. Et pour que le marquage en zone soit efficace, il faut un joueur qu'on appelle la sentinelle. La sentinelle, en réalité, c'est comme le rein. Le
le rein dans notre corps humain qui filtre le sang. Et quand la sentinelle est bonne, justement, la charnière centrale, quel est 2 joueurs en charnière centrale ou 3, il est évident qu'ils ne vont pas recevoir trop de ballons parce que la sentinelle aura filtré la saleté, si je puis m'exprimer ainsi. Donc Georges Constant Mandiek le fait excellemment bien jusqu'à la 62e minute. C'est vrai qu'il prend un carton et dans la tête du coach, c'est qu'il faut le remplacer parce qu'il risque de prendre un carton rouge et ça va pénaliser l'équipe. Mais l'erreur monumentale qu'il commet, il en a commis 5 ou 6 lors de ce match. L'erreur monumentale qu'il recommet, c'est que au lieu de faire jouer quelqu'un d'autre qui est dans le même profil pour équilibrer le milieu de terrain du Cameroun, il fait jouer Franz Abouanguissa qui au demeurant est un relayeur et déséquilibre plutôt notre milieu de terrain. Résultat des courses, vraiment j'en ai la chair de poule, 2 minutes après, paf, on prend un but sur égalisation. C'est vrai que certains vous diront que ce but-là, il est considéré comme un hors-jeu, mais il n'y avait pas la VAR dès les 8e de finale. Donc voilà justement l'erreur que le coach fait. Mais pour Franck Zambo, quand il rentre, c'est vrai, on peut lui demander de jouer à la sentinelle. D'ailleurs, le match d'avant, il est homme du match, mais il joue devant la défense. Mais parce qu'il est extraordinaire qu'il est homme du match, normalement, le match d'avant, Franck ne peut pas être homme du match parce qu'en réalité, il ne joue pas son poste, il joue sentinelle. Mais ce n'est pas son rôle. Franck aime lâcher les ballons, il aime courir, il aime être porté vers l'avant. Ouais. À contraire de Georges Constant, qui peut jouer court, il récupère, il donne, etc. C'est son rôle. Donc du coup, Franck, il rentre. Évidemment, certainement, le coach lui a demandé de jouer la sentinelle. Mais comme dans sa tête, il doit être porté vers l'avant, bien voilà, il est porté vers l'avant. C'est comme ça qu'on pense. Donc pour expliquer un peu ce que, j'allais dire, comment a vécu ce match-là. Et je veux faire même une confidence. Avant ce match-là, je suis un peu introduit quand même, je ne vais pas dire assez, les joueurs même commençaient à respecter justement des choix du sélectionneur, de la façon dont il travaille, en interne, ça je vous le dis. C'est pour cela que quand je viens sur un plateau, c'est sûr que Equinox soit et que je dise à Mondovision, que ce soit dans la déontologie du foot, que ce soit même pour ce qui s'est passé en Égypte, le coach est responsable avec grand R. On ne peut pas se départir de cette responsabilité. La preuve, il fait des erreurs monumentales. Et là, le Cameroun paye cash. Si on avait perdu avec nos armes à la main, comme certaines équipes, le Maroc a perdu avec ses armes à la main. Un pénalty raté. C'est pas Hervé Renard qui va apprendre à Ziyech à tirer un pénalty. Il a tiré, il a manqué. C'est pas le code. Mais sauf que lui, il assume. Et je vais vous dire, pour finir, vous avez parlé, il a parlé de l'Égypte, il y a le côte tanzanien, le Nigérian Amonike, qu'on a limogé. Après 30 ans, il parvient à amener l'équipe de Tanzanie en phase finale de CAN, parce qu'il a connu 3 défaites, on le limoge. Pour cette CAN, il y a au moins 5 ou 6 côtes qu'on a débarqué juste après. Et c'est ça, mon frangin en lin, heureusement ou malheureusement, les réalités du football, quand ça ne va pas, c'est le côte qu'on démet, parce qu'on ne peut pas démettre les 23 joueurs. Ok. D'abord, Jules. Oui. Est-ce que il s'est plaint, hein? Est-ce que Georges Constant Mandiek, on va appeler ça, il a sa doublure? Parce qu'il dit qu'il fait rentrer Zambouanguissa qui est plutôt plus porté vers l'avant, un relayeur, mais est-ce que dans l'effectif Clarence Seedorf, il y a quelqu'un qui peut remplacer valablement Mandiek? Pourquoi il ne met pas un autre? Bravo, c'est bon. Là, c'est le choix de l'entraîneur. Bien sûr, nous ne sommes pas avec lui là-bas. Quand moi je fais mes choix, c'est comme ça. C'est ça. Il est entièrement responsable. Non, entièrement. Ça, c'est... Oui, il y a ici dernièrement, dans les émissions sport, il y a la fille qui présente toujours de temps en temps. Oui, elle a demandé qu'il doit démissionner. Seedorf doit démissionner de partir. C'est trop d'erreurs monumentales, Serge. Oui, d'abord Alain Dupont, puis... non, juste pour faire remarquer que depuis que le duo néerlandais pilote le staff technique des Lions Indomptables, on a observé que ce duo de techniciens est friand du turnover. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi vous écarquillez les yeux face à ces choix questionnables du coach aujourd'hui, alors qu'il a commencé par vous montrer que en réalité c'est ça son système. Et j'ai envie de citer quelqu'un, Hugo Brousse, qui nous a fait gagner la CAN de 2017, qui lui disait que ces 23 sont interchangeables. Aussi bien ceux qui sont sur l'aile de jeu que ceux qui sont au banc ont les mêmes valeurs. Absolument. Donc moi, sur la base de ce principe-là, j'ai dit, mais attention, Zidane n'est pas devenu fou pour enlever la sentinelle et mettre, il sera moins une grosse porte ouverte. Il avait un objectif bien précis. Moi, je ne le défends pas ici. Je dis simplement que, vous savez, c'est aussi ça la logique du sport.
vous faites des choix qui vous sourient et vous faites des choix qui ne vous sourient pas. Vous assumez. Comme l'autre jour avec Giresse qui sort le gardien tunisien absolument, pour mettre... Absolument, le gardien il se fâche passé, même. Voilà, oui, c'est passé. passé. Mais quand je tourne vers Alain, j'ai envie encore... J'ai même envie de dire, oui. pour aller plus loin dans mon analyse, j'ai même envie de dire, même si ça avait été José Mourinho, l'un des entraîneurs les plus capés du monde entier, qui coachait cette équipe nationale, on n'allait même pas franchir le deuxième tour. Non, il faut cesser de penser que l'entraîneur doit opérer forcément des miracles avec les joueurs qui n'ont pas véritablement la gagne. Mais encore une fois, c'est lui le sélectionneur. C'est pas possible. C'est là il n'a pas mieux. Il n'a pas mieux. Jean-Baptiste. Il faut que nous tombions d'accord sur une chose. C'est qu'on ne gagne pas tout le temps, quelle que soit la force d'une équipe. On ne gagne pas tout le temps. Oui. L'Allemagne qui a gagné pendant longtemps a fini par perdre. Et à plusieurs reprises. On ne gagne pas tout le temps. Donc on a intérêt à envisager la question du remplacement du coach et toutes les autres questions de manière sereine, apaisée. On ne va pas dire il faut le virer absolument maintenant. Non. Il est important que les responsables s'asseyent autour de ce débat. Oui. Ce serait bien que ceux qui que ceux qui sont partisans du licenciement immédiat du coach et ceux qui sont partisans d'autres solutions s'asseyent et discutent dans le cadre de la FECAFOOT et dans le cadre du ministère des Sports pour tirer le meilleur. Parce qu'on a eu l'impression qu'il a tenté des choses. Certains techniciens l'ont dit que Sidorf et son adjoint Pivette ont essayé des schémas qui n'ont peut-être pas marché. Donc allons-y mollo. Voilà, merci. Madame, Messieurs, nous allons nous marquer une pause pour retrouver dans un instant la grande édition du 20h qui sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, le sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ces nominations dans les universités d'État, notamment l'université de Douala qui a souvent été le théâtre de grogne sociale à la fois des enseignants, du personnel d'appui et des étudiants. Après avoir passé 4 ans à la tête de cette université, le professeur François-Xavier Itois vient d'être limogé et c'est Ondoa Magloire qui est le nouveau recteur. Et vous verrez comment le chef de l'État a fait rebondir l'ancien directeur général de l'ECAM limogé il y a près d'1 an, lui qui est désormais PCA à l'université de Marois. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également une préoccupation majeure pour les hommes politiques au moment où les élections régionales pourraient se tenir cette année 2019. Il s'agit du consensus autour du code électoral et le processus visant à organiser des élections libres et transparentes au Cameroun. Des acteurs politiques ont tenu à critiquer l'ECAM pour son absence sur ce débat et appellent l'ECAM à mener également le plaidoyer pour la réforme du code électoral. Vous les écouterez dans ce journal. Et des faits surprenants survenus dans la ville de Douala. Un enfant de 6 mois abandonné par sa génitrice dans une gare routière à la surprise générale. Comment en est-on arrivé là? C'est un élément à suivre également ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinoxe ce soir. On se retrouve après pour le débrief. Retour sur le plateau Equinoxe soir, toujours en compagnie de Jean-Baptiste Ketchatin, Jules Bézélé, Alain Djipou et Emmanuel Mahop. Emmanuel Mahop, vous avez suivi comme nous, ça bouge dans les universités. Là, on va prendre quelques cas. Abdoulaye Babale, qui est PCA, président du conseil d'administration de l'université de Marois, Paul Célestin Debiembe, PCA à l'université de Tchan, le professeur Magloire Ondoa, lecteur de l'université de Douala. Qu'est-ce que ça vous inspire comme premier commentaire? D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire qu'après le séjour du couple présidentiel genevois, voilà, après qu'ils soient rentrés au Cameroun, ils sont dans la continuité, c'est-à-dire qu'ils sont au travail. Parce que de quand on pensait que, même étant à Genève, il était en train de travailler d'entrée de jeu, c'est ce que... C'est ce secteur-là qu'il fallait toucher un peu plus. Justement, allez leur poser la question, pas moi, mais je constate quand même qu'il a... qu'il a changé les recteurs dans les universités au sein desquelles il pensait qu'il y avait à changer. Après, vous faites bien de mentionner certains noms, notamment l'ancien président de l'ECAM, et puis M. Debiembe, dont on sait à
moment donné qu'il était à Cameroun Tribune. Donc ça veut tout simplement dire que peut-être on prend les mêmes et on commence et on les met ailleurs. Voilà, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu, sous réserve justement voilà, d'en dire davantage. Voilà, justement, Jean-Baptiste Ketchatin, Abdoulaye Babalé, hein, on a connu à Elecam, sa sortie n'a pas été... Vous savez comment ça s'est passé. Maintenant, il rebondit, président du conseil d'administration à l'université. Quand vous dites sa sortie n'a pas été, c'est pour qui? C'est pour vous? Vous êtes journaliste, on se comprend. Hein? Abdoulaye Babalé, PC à l'université de Marois. Je rigole un peu, mais c'est pour vous dire que celui qui nomme, dans la logique du système, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. Oui. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi et avoir la garantie que vous allez revenir. C'est une des raisons pour lesquelles les gens qui sont dans ce système ont un mal fou à le remettre en question. Je ne dis même pas... Mais Jean-Baptiste, la Constitution, le président nomme qu'il veut aux emplois civils et militaires. Non. Et c'est discrétionnaire. Quand on dit il nomme qu'il veut, quand vous lisez bien la Constitution, vous voyez que la Constitution du Cameroun indique au président qu'il doit nommer des gens suivant sur la base de certaines valeurs. Donc vous ne pouvez pas dire... Non, on dit, c'est écrit, il nomme aux emplois civils et militaires. Ça c'est les articles qui viennent après. Oui. Les articles les plus importants sont avant, le préambule notamment, qui définissent la philosophie. On est d'accord. Qui disent, après d'âpres batailles politiques, voici comment nous voulons voir notre pays. Voilà. Cette constitution-là est insatisfaisante pour nous, mais c'est déjà une indication. Donc, parce que vous avez dit tout à l'heure, quand je vous posais la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, si vous regardez la Constitution, je ne suis pas sûr que le type de manager que l'on Abdoulaye Babalé, oui, lui, je ne parle pas de lui en particulier. Mais je dis que la philosophie du système n'est pas de rechercher des managers performants qui vont réaliser les objectifs que l'appareil gouvernemental, que le système se fixe. Non, c'est de chercher des dirigeants qui sont adaptés au système. C'est un système peu productif, un système fermé à la critique, qui ne cherche pas à satisfaire les aspirations fondamentales des Camerounais, et puis qui vole maladivement. Donc, il ne faut pas être surpris à chaque fois qu'il y a des nominations, parce que c'est vrai, chez nous, c'est quand on nomme quelqu'un que vous connaissez, peut-être c'est un voisin ou bien quelqu'un que vous avez rencontré, il y a toujours un petit sentiment de tiens, mais je le connais, je pourrais aller lui demander tel service. Mais fondamentalement, ça ne change rien. Oui. On a vu, au-delà de M. Babalé que vous venez de citer, on a vu M. Ondoa se plier en cadre ici pour expliquer l'inexplicable et soutenir le système en utilisant ses compétences qui doivent être remarquables de juriste. Mais je ne crois pas que ce soit de ce type de dirigeants-là que nos universités aient besoin. Encore que, d'un point de vue général, elles ne sont pas organisées pour produire des hommes qui recherchent le savoir pour le service de la société. Okay. Donc, vraiment, c'est business as usual. Il n'y a pas de quoi foutre un chat. Jules Bézélé, Emmanuel Mahop a dit on prend les mêmes, on recommence. C'est votre sentiment aussi? Oui, je crois que lorsque le chef prend le bic, c'est qu'il a travaillé. Mais pourquoi il doit toujours prendre les mêmes? C'est le système. C'est ça la grande question. Je vais apporter certains éléments de réponse là-dessus. Donc après, je crois que le chef a déjà signé. On prend ça comme ça? On prend ça comme ça, c'est tout. Ok. Monsieur Bézélé, il y a des PC. Alain, vous voulez dire quelque chose avant que je vous pose ma question? Oui. Avec votre permission, je voudrais quand même faire remarquer que M. Biya, le signataire de ces décrets, est fidèle à sa logique. C'est-à-dire faire confiance aux vieux. C'est un système de gérontocrate. Quelqu'un qui était déjà bien dans sa retraite, on le tire de sa retraite, on l'envoie à Tchang comme PCA. Quelqu'un d'autre qui avait déjà roulé sa bosse dans tous les ministères de la République, il a fini même par aller comme il revient encore aux affaires. Donc bref, on peut multiplier des exemples comme ça à l'infini. Monsieur Biya ne fait confiance qu'aux vieux. C'est la question que vous devriez lui poser, parce que ce n'est pas moi qui non. Vous voulez que je pose au président Biya la question? Cherchez à voir, à lui faire un protocole d'interview. Peut-être la chance peut vous sourire si vous y parvenez, tant mieux. Mais moi, pour être plus sérieux, c'est pour indiquer que, effectivement, c'est quand même assez gênant dans un pays où chaque fois c'est les mêmes noms qui reviennent, dans tous les secteurs d'activité, comme s'il n'y avait d'intelligence dans ce pays que
que celle qu'on connaît là. Non, vraiment, c'est pas bien. Et pour finir, celui qui vient à Douala... Voilà, justement, je vais vous poser la question à vous, Alain Djipo, le professeur Magloire Ndoua, qui sort de Yaoundé. On sait la bataille, je ne sais pas si elle s'est estompée ou elle est toujours... la bataille avec le recteur Minkwaché, Yaoundé 2, aujourd'hui, il est lui aussi, on va le dire comme ça, il est lui aussi recteur. Effectivement, vous plantez très bien le décor parce qu'il y a eu un bras de fer entre pour doctorat professionnel, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques qui était professeur Magloire Ndoua et le recteur, professeur Minkwaché. Et la divergence de vues et même d'idéologie portait sur le fameux doctorat professionnel. Monsieur Ndoua était favorable parce que on a même organisé des séances de soutenance publique. En tant que chef d'établissement, le recteur a décidé d'annuler. Parce qu'en réalité, il y avait des problèmes juridiques. Il semble que le doctorat professionnel n'a pas encore trouvé une base juridique au niveau... Donc c'était pas un problème d'homme? On a vu un problème d'homme. Vous savez que la presse est friande. Vous parlez d'encadrement, c'était pas encore bien encadré. Non, donc ce n'est pas un problème d'homme entre le professeur Minkwaché et le professeur Magloire Ndoua. Pour qu'on passe d'un cycle de formation à un autre, il faut bien qu'il y ait un contenu juridique. C'est-à-dire que pendant que le bras de fer s'ouvre à soi, les textes étaient encore en arbitrage au niveau des services du Premier ministre. Oui. Bon, je ne sais pas par quelle alchimie, on a donc fait venir, on a donné la latitude aux étudiants de s'inscrire en cycle de doctorat professionnel alors que cette affaire n'avait aucune base juridique. C'est la clé qui a permis au recteur d'annuler toutes les soutenances. Bon, maintenant, aujourd'hui, le recteur, le professeur Minkwa a été fait recteur à l'université de Douala. J'espère que... professeur Ndoua. Professeur Ndoua remplace l'autre professeur qui va en retraite. Peut-être c'est pour quelque temps, il devra rebondir comme les autres l'ont fait ailleurs. Mais pour être plus sérieux, pour dire qu'en réalité... Donc vous voulez dire que le professeur Xavier Toan doit pas désespérer, c'est ça que vous voulez dire? Le système nous a habitués à des mises en stand-by. C'est-à-dire, lorsque vous êtes débarqué d'une institution, le lendemain, vous rebondissez ailleurs. Ça, on a vu ça. Les cas sont légion. Vous pouvez me revenir dans la même institution. Voilà. Donc, dans un an, il peut encore être recteur de l'université de Douala. Et c'est exactement comme ça qu'une équipe de football se comporte. Et vous avez aussi remarqué, pour finir sur Douala, vous avez remarqué que, sauf erreur de ma part, il semble que M. Biya va toujours chercher des cousins proches. C'est la Meufou à Famba, non? Et toi, non, monsieur, on ne donnait pas de... La Meufou à Famba. Non, okay. Non, pas du tout. Je retire mon propos. Bon, revenons donc au football. Qu'en 2017, nous sommes... personne ne croit en cette équipe. Nous sommes d'accord. Mais nous sommes ravis. Hein. Les choses ont commencé lorsque, en quart de finale, je crois, nous sortons le Sénégal. Le Sénégal, ouais. Sénégal. Archi favori au oui, après c'est le Ghana. Puis on a un peu refroidi en finale avec le but des Égyptiens. Et Nicolas Nkoulou nous donne espoir. Et après, le but stratosphérique de Aboubakar Ressa. Voilà. 2017-2019. Pourquoi 2019 n'a pas marché? Et pourquoi très très bonne question. Parce que 2019 est quasiment similaire à 2017, parlant du premier tour. À la seule différence qu'au Gabon, c'était 16 équipes, 16 pays, et qu'en 2019, c'était 24. Voyez-vous, 2017, on a le même parcours. Premier, on fait 2 matchs nuls déjà contre le Gabon. Et contre Guinée-Bissau, non, on gagne la Guinée-Bissau. Oui. Voilà, on fait 2 matchs nuls, on a 5 points, on se retrouve avec 5 points, on est qualifié, cette fois-ci en quart de finale, on est deuxième. Le Sénégal dans notre poule est première équipe. Et contre le Cameroun, le Sénégal est archi favori, avec Sadio Mané, etc., en état de grâce, Gana Gueye, justement, qui avait nouvellement signé à Everton, voilà, avec la bande à Mbanian. Mais sauf que, voilà, au tir au but, Baldé qui était extraordinaire sur le couloir, d'ailleurs, ce
Baldé-ci, il est quasiment en dedans. C'est pas le Baldé de 2017. Mais sauf qu'en quart de finale, le Sénégal étant favori, on en arrive à passer après la séance des tirs au but. Avec un stratosphérique, on va le dire quand même, Fabrice Ondoa, voyez-vous. Et contre le Ghana, de fil en aiguille, on les gagne. Et le Cameroun se dit, ben voilà, la petite venante en mangeant, ben on peut le faire. Et vous faites bien de le mentionner. En finale, justement, on remporte après que les Lions indomptables aient été menés. C'est très important. Donc ils sont allés chercher au tréfonds d'eux. Mais sauf qu'il a quand même, pour ce match-là, il y a eu un coach gagnant. Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou, c'est en cela que j'ai décelé les facultés, j'allais dire, mentales de Nicolas. Parce qu'un taulier comme lui, il fait une saison exceptionnelle d'ailleurs. Mais il a refusé de faire partie de cette expédition. Il refuse compte tenu du fait qu'on lui ait manqué de respect. Dans le football, mon cher Serge Alain Autour, il y a des gens à qui on ne manque pas de respect. D'ailleurs, Samuel Eto'o l'a toujours dit. Il y a des gens au football qui ont atteint une certaine classe qu'il ne faudrait pas, même si on ne compte pas sur eux, on le dit d'une certaine manière. Donc Nicolas n'a pas accepté d'être pas titulaire, mais il était dans le groupe. Mais à chaque fois qu'il est rentré, notamment contre le Brésil, c'est lui qui égalise. Et puis vous parliez de Aboubacar, voilà, qui marque ce but stratosphérique. D'ailleurs, Vincent lui-même qui n'est pas titulaire. Donc vous voyez qu'à un moment donné, le coaching s'est montré payant. Mais sauf que, ne perdons pas ça de vue, hein, les Lions indomptables de 2017, avec ceci de particulier, c'était que c'est un groupe qui vivait, c'est un groupe surtout, et c'est très important de le noter, pour la plupart qui savaient qu'ils n'avaient pas encore écrit leur nom en lettres d'or, tant en club qu'en sélection, et quand on surtout que beaucoup ont boudé cette sélection là, en 2017. Comme Choupo-Moting, par exemple, il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il ne venait pas. André, pour des raisons que l'on connaît, parce que la suite lui a donné raison, avec Arjar, titulaire, valeur marchande en ce moment 40 millions d'euros, etc., pour un gardien de but, c'est énorme. Bon, mais maintenant, la suite lui donne raison, mais effectivement, après que certains ne soient pas venus, les autres se sont dit, ben on est là, on est des non-names, autant mieux écrire notre nom. C'est ce qui a fait la différence. Je vais faire un parallèle et terminer là-dessus, avec un joueur comme Dawa Chokonte, qui joue à Mariupol. C'est vrai qu'il a 1m93, il joue défenseur central, il a joué 10 matchs avant le début de la CAN. On l'a vu sur le côté. Sur le premier match. Mais il fallait donc justement, c'est en cela que je ne suis pas très d'accord avec Alain, parce que ce qu'il faut pour galvaniser les joueurs, c'est faire jouer les joueurs justement qui n'ont pas de nom et qui ont envie d'inscrire leur nom en lettres d'or. Quand mentalement on se dit qu'on n'est pas taulier, qu'on n'a pas de titre foncier pour parler trivialement, on se défend à fond la caisse. C'est ce qu'a fait Dawa Chokonte, indépendamment du fait qu'il ne soit pas un arrière latéral et que le latéral en ce moment dans le football se veut moderne, c'est-à-dire il avale, il coulisse. Lui, à chaque fois qu'il était porté vers l'offensive, il n'avait pas de bon sens, mais défensivement, il était bien. Donc il aurait fallu justement encore que Seedorf fit ce savant mélange des joueurs qui ont envie d'écrire leur nom. Malheureusement, ça nous a aussi fait défaut. Certains joueurs tauliers pensaient qu'ils avaient déjà le titre foncier et résultat des courses, dans ces cas-là, on ne se défonce pas à 100%. Oui, Alain Dupont. Non, je ne partage pas cette lecture. Il faut quand même faire remarquer qu'en 2017, nous avions un bloc soudé. Lorsque j'ai eu Roger Mila, l'ambassadeur itinérant, dans le cadre d'une interview qu'il a bien voulu m'accorder, il expliquait, je crois qu'on l'a publié la semaine dernière dans les colonnes du Messager, il expliquait clairement la différence qu'il y a entre les Lions indomptables, l'équipe des Lions indomptables de 2017 et celle de 2019 en compétition, alors en Égypte. Pour lui, l'équipe des Lions de 2017 était solide, dotée d'un fighting spirit à nul autre pareil, avec une envie marquée de gagner. Parce que c'était des no-names. C'est la même chose que j'ai dit. Non, non. Nous autres, en 2019, et pour finir, il y avait une ambiance conviviale dans les vestiaires. Une ambiance sereine, une bonne ambiance propice à l'émergence et puis à la réussite. Okay. Cette ambiance a foutu le camp. D'abord, vous savez très bien que les Lions, en partant d'ici, ont commis une lettre pour dire qu'ils ne veulent là où ils vont là. Ils rentrent, ils veulent préparer leur match en solo. Ils ne veulent pas recevoir la visite de X ou Y qui viendrait dans la tanière tenir des discours. C'est pourquoi ils ont refusé l'accès au ministre, n'est-ce pas? C'était logique. Le ministre allait faire quoi dans la tanière? Ça, c'est entre parenthèses. Je poursuis en disant clairement que Mila soutient qu'en 2019, il n'y a pas eu... Le fighting spirit des Lions n'était pas véritablement perceptible.
il n'a pas eu le sentiment que l'équipe était véritablement soudée. Ça, c'est les faiblesses de l'équipe de 2009 selon Roger Mila. Et pour couronner le tout, il a passé la CAN, lui, ambassadeur itinérant, ici au Cameroun. Vous pouviez m'expliquer pourquoi? Ni la fédération, ni le ministère, personne n'a jugé utile de faire voyager l'ambassadeur itinérant qui a permis au Cameroun de créer ses lettres de noblesse dans le football mondial. Donc, c'est des choses comme ça. Vous parliez de manque de respect tout à l'heure. Il n'y a pas que Koulou qu'on ne respecte pas dans ce pays. Où Mila est devenu le paillasson de la République. Le Premier ministre, on le respecte. Le Paul Biya, on le respecte. Je suis désolé, c'est ça le Cameroun. Il ne faut pas penser qu'en sport et en football précisément, ce qu'on ne fait pas ailleurs, vous allez retrouver toutes ces vertus-là dans le... C'est même pourquoi je reviens en disant qu'en 2017, on a pris la coupe. On a pris la coupe. En 2019, nous gagnons le premier match. Ça veut dire que nous sommes, on s'endort, on dit, Mao va dire, c'est bon. Il va dire, c'est bon, tout le monde va dire, c'est bon. Moi, je dis, c'est bon. Parce qu'on a toujours cette habitude de 2017. C'est ça dans nos têtes. Oubliant qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est ça le problème. Et au finish, ça veut dire... On veut nous faire croire autour de ce plateau que c'est le coach qui est entièrement responsable de la débat de Lyon. Moi, là, je ne suis pas d'accord. Là, vous ne serez même pas d'accord, ou d'accord ou pas, mais nous, on va vous dire quelque chose. Le coach a vous dites que c'est pas le coach. Non, c'est pas le coach. En fait, la responsabilité vient le messager a titré depuis ce un certain matin. temps, on parle. J'insiste sur la titrage du messager avec votre permission. Tous coupables. Je crois que ça résume excellemment la responsabilité partagée de la débâcle des Lions Indomptables. On parle de beaucoup de pression aussi sur Clarence Seedorf. Oui, le coach a commencé par l'évoquer tout à l'heure. Lorsqu'on fait une présélection de 37... On parle d'un réseau d'affairistes qui a comme ça pris en otage l'équipe nationale du Cameroun. Bon, vous savez, il y a eu des révélations. Le joueur Petrus Boumal, on ne va pas prendre ça pour argent comptant, mais c'est des indicateurs de ce que le coach n'a pas toujours les mains liées, le champ libre pour choisir qui il veut dans sa sélection. Les pressions viennent de partout. Et partout? Oui. Comment le coach vous a dit que la présélection de 37 joueurs pour la mise au vert des Lions au Qatar via Espagne a posé un problème. Les coups de fil pour introduire des noms, ça venait de partout. Mais donc, pour dire quoi? Pour dire Madame ne semble pas être d'accord avec vous. Alain, s'il vous plaît, vraiment, sous réserve, vraiment, je m'excuse, JB, peut-être vous... Écoutez, les faits sont ce qu'ils sont. On n'a pas besoin de discuter avec les faits. Ok. Oui, mais... Est-ce qu'on a eu 37 joueurs présélectionnés? Oui. Maintenant, vous voulez débattre de quoi? Emmanuel, une minute. Est-ce que, Jean-Baptiste, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, avant que je ne vous passe la parole, Emmanuel? Une fois de plus, au risque de se répéter, nous pensons que les problèmes de Lyon sont liés à l'environnement, à l'infrastructure du sport, l'organisation générale du sport, qui est elle-même une organisation liée à l'organisation générale du pays, qui est des soupçons de corruption de tout type, que ce soit une corruption morale ou bien par l'argent. C'est fort possible. Mais ça, une fois encore, ça ne peut être résolu que par des décisions politiques qui organisent, parce que le foot chez nous, c'est une matière première. Ces joueurs qu'on exporte là, ils peuvent rapporter les devises dont on parle ces jours-ci. Donc on peut gagner tellement mieux, tellement plus, en faisant un effort minimal d'organisation. Donc, aujourd'hui, débat de la question de savoir si c'est effectivement parce qu'un tel a voulu prendre de l'argent à M. Boumal que la sélection n'a pas pu atteindre le but qu'on espérait. Je crois que c'est plus important. Parce que nous avons toujours plus ou moins vécu dans cette ambiance-là. Le plus important aujourd'hui, c'est d'en sortir. C'est de trouver le moyen de mettre la pression, comme les joueurs ont donné l'exemple, que chaque corporation qui intervient dans le milieu du football s'organise pour que le foot change. Que les joueurs aient leur syndicat, que les entraîneurs aient leur syndicat, que les supporters aient leur club partout, et qu'ils exigent, qu'ils posent des exigences morales. En disant que si on vous a trouvé en train de faire une chose comme celle que le joueur qui a fait circuler un voice reproche à certains organisateurs, on vous sanctionne. Sinon,
nous prendrons telle ou telle mesure. Les lions étant un patrimoine national, une richesse inestimable qui peut nous rapporter, une fois encore, bien plus que ce après quoi on voit les gens courir. Parce que, au fond, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui profite? Une toute petite minorité. Mais avec une véritable organisation. Regardez dans les pays où le foot a été bien organisé. Les Français, ce n'est pas les footballeurs les plus talentueux du monde. Mais l'organisation leur a permis. L'organisation a été tellement bonne que les Allemands, qui ne sont pas des gens à qui on doit apprendre à s'organiser, sont venus copier chez les Allemands. Chez les Français. J'étais un peu surpris de l'apprendre, mais tout le monde a vu les résultats. On peut décider en 2019 qu'on va gagner la Coupe du Monde dans 20 ans. On dit dans 10 ans. C'est ce que les Français ont fait. Donc, une fois deux Coupes du Monde. Une Coupe du Monde ou deux, je ne sais pas. Oui. Mais une chose est sûre et certaine, la matière première étant là, c'est-à-dire le talent des jeunes footballeurs et maintenant footballeuses camerounaises, tout ce qui nous manque, c'est des politiques responsables, des politiques adaptées. Donc, les questions sur qui est responsable aujourd'hui de la débâcle, de qui a pris l'argent, c'est relativement moins important que ce que je viens de décrire. Mais justement, le reproche qu'on formule à l'endroit de Clarence Seedorf, c'est qu'on attend toujours le rapport. Mais celui qui attend le rapport doit agir. Et je vous le dis une fois de plus, tous les compartiments... un rapport à la fédération qui doit, à son tour, transmettre à la tutelle. Le ministère. Je vous le dis une fois de plus. Mais il n'est pas là, le coach, Clarence Seedorf. Mais dans ce cas, ceux qui sont responsables de son contrat doivent en tirer les conséquences. Est-ce que le contrat prévoit qu'il fasse le rapport? C'est prévu. Permettez-moi un peu. Moi, j'ai envie. Je pense que il parlait d'amalgame tout à l'heure. Je pense que il est d'abord important que nous définissions le rôle même du monde du foot. Je pense qu'on se perd en conjecture, on a l'impression qu'on est à l'église, on est... Dans le monde du foot, en réalité, tout ce qui se fait au Cameroun, en réalité, se fait ailleurs. Mais sauf qu'ailleurs, c'est masqué. Je voudrais qu'on le comprenne. Il parlait maintenant, on a indexé le code guinéen, Paul Put, justement, oui. Il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, d'avoir racketté les joueurs. Paul Put, c'est un étranger. Vous savez en cela pourquoi Seedorf sera toujours responsable, même si l'administration n'est pas bien faite. Parce que la différence qui est faite sur le plan mental entre un entraîneur local et un entraîneur étranger est celle-ci. C'est que l'entraîneur étranger, quand ça ne va pas administrativement, il dépose le papier. Dès lors que vous ne déposez pas, vous êtes entièrement responsable. Il faudrait que je le dise. Et puis troisièmement, quand on parle de foot, moi j'aimerais bien quand même qu'on me dise, vous savez, vous parliez de Mourinho tout à l'heure. Vous savez comment ça se fait, Mourinho, quand il entraîne une équipe, il vous impose son intermédiaire qui est Jorge Mendes. Voyez-vous, il a dit à Varane plusieurs fois. Il a dit à certains joueurs, il leur a dit, pour que vous soyez même titulaire, pour que vous soyez de bons joueurs en puissance, changez d'intermédiaire pour Jorge Mendes, parce qu'il y a des rétrocommissions dans le foot. Je voudrais que vous le compreniez. Quand je l'ai dit honnêtement, vous me parlez Didier Deschamps, à un moment donné, on s'est étonné de ce qu'en équipe de France, Bernès, qui est son intermédiaire, ait au moins 14 joueurs en équipe de France comme intermédiaire. Vous savez comment ça se passe? C'est les ramifications dans le foot. Sauf que chez nous au Cameroun, malheureusement, c'est pas fait dans les règles de l'art, art avec grand A, parce que le football a ses méthodes, a ses manières. Quand vous parlez, Serge Alain, vous questionnez sur la mainmise. Vous savez ce qui se passe en Amérique du Sud? Toute l'Amérique du Sud, on jouait la CONMEBOL il y a quelque temps. La CONMEBOL organisait la Copa América au Brésil. Je vais vous dire comment ça se passe. En Amérique Sud, les grandes firmes déjà, les grands agents qui sont propriétaires de grandes firmes ont des joueurs en équipe nationale dans toutes ces sélections. Ils les imposent. Je vais même plus loin. Dites-nous, Emmanuel Mao, vous voulez nous dire qu'en 2019, là, il y a eu ce phénomène en Égypte? Je ne sais pas. C'est vous qui avez questionné dessus. Répondez-moi alors. Vous parliez donc de certains lobbies qui auraient phagocyté la sélection nationale. Oui. Je vous l'ai dit, ça a toujours existé, même aux Lions indomptables. Voyez-vous. Oui. Et il y a 2 ans, justement, quand les Lions ont brillé, il y avait certains agents intermédiaires de joueurs qu'on connaît qui avaient des joueurs. Ça se passe comme ça partout. Il fallait que ces joueurs aient du temps de jeu. C'est comme ça que ça se passe. C'est le monde du foot. Il faudrait que vous le compreniez. Donc là, on sacrifie
Les millions de fanatiques qui regardent les matchs à la télé. Quand vous parlez de sacrifice, justement, le sacrifice intervient quand? Le sacrifice intervient malheureusement quand il n'y a pas de résultat. Mais quand il y a des résultats, ok, on passe l'éponge. C'est pour cela que je vous dis au Cameroun, malheureusement, certaines choses sont faites de manière brutale, certaines choses sont faites sans en arrondir les angles. Et résultat des courses, on a l'impression que c'est un scandale. Mais je vous dis, Serge Alain Auto, le monde du foot n'est pas l'église, le monde du foot n'est pas l'islam, c'est pas la mosquée. Le monde du foot a ses réalités et on se doit en l'état de les connaître. Qu'est-ce qui fait partie Blatter? Vous savez ce qui fait partie Blatter de la FIFA? Deux raisons à cela. Deux raisons. La première raison, c'est l'attribution le même jour des deux Coupes du Monde, Russie et Qatar. Les Américains n'ont pas été d'accord parce qu'ils voulaient cette visibilité-là. Et deuxièmement, les films américains, justement, voulaient s'accaparer du top sponsoring de la FIFA. Et quand vous regardez la FIFA, maintenant, je n'ai pas envie de citer ces multinationales comme Visa, elles sont revenues à la FIFA et par ricochet à la CAF. Et voyez-vous, il y a une multinationale allemande qui est sponsor à la FIFA, l'équipementier majeur, depuis 70. C'est la marque aux 3 barres, pour ne pas la citer. Parce que le mastodonte Nike, justement, qui a le chiffre d'affaires le plus important en termes de chiffre d'affaires, veut accrocher son image à la FIFA et Blatter n'en voulait pas. C'est pour cela qu'il parle de la FIFA. S'il avait accepté ça, on n'aurait jamais dit que Blatter était quelqu'un. Donc je voudrais que nous comprenions que le monde du foot n'est pas... Je ne légitime pas. J'explique comment le foot s'explique. Quand on est dans le foot, heureusement, nous, on l'est de manière infime. On sait comment ça se passe ailleurs, mais sauf qu'au Cameroun, c'est les mêmes méthodes, mais sauf que peut-être elles ne sont pas bien établies. Ça devient une institution, que ce soit à la FIFA, que ce soit au Cameroun, malheureusement. Le drame, c'est que ça a beaucoup fait parler en 2019, en Égypte. Oui, je souhaitais que M. Mahab nous écoute aussi. Parce que, peut-être, comme vous dites, le monde du foot est tellement gangréné par les dessous de table, la corruption, que on devrait, entre guillemets, s'aligner. Mais les pays que vous avez cités là, ils ont quand même des championnats organisés. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ils ont des agents de joueurs. Toutes catégories confondues. Oui, ils ont des agents de joueurs reconnus. Oui. Ils ont des dates pendant lesquelles les compétitions se jouent. Tout à fait, oui. La Coupe de France ne peut pas voyager de janvier à juin et puis arriver à décembre. On vous voit venir, hein, Jean-Baptiste. Oui, parce que mélanger les choses à ce point-là peut donner l'impression que l'accessoire devient le principal. Et sauf qu'en France, vous parlez de la France, le dernier club français à remporter une Coupe d'Europe, c'est l'Olympique de Marseille en 93. Ça ne veut pas dire que le championnat de France n'est pas mieux organisé. Et elle se fait appeler pour cette seconde la Ligue des talents. Mais aucun club français n'est sorti du lot. Ça veut dire aussi que les Français ont fait un choix. Ils ne veulent pas de ce football corrompu, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en savez? C'est vous qui venez de le dire. Mais c'est vous qui dites que la France ne veut pas de ce football corrompu. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez l'affaire VAOM? Vous savez ce qui se passe au Paris Saint-Germain? Vous savez comment le PSG est arrivé en France? Vous savez pourquoi l'ennemi du Qatar maintenant ne veut plus avoir une mise sur la France? Voilà, donc vous ne pouvez pas me dire ça. Justement, quand vous parlez de la France dans ce sens-là, dites-vous que ça se passe comme ça. Non, parce que vous prenez des exemples et j'en prends des comptes. Tout simplement. Je vous comprends. Mais je vous dis, Jean-Baptiste. Il est fort possible que ce que vous dites là soit incontournable. Admettons que cela soit possible. Mais nous, Camerounais, nous devons définir notre philosophie du football et l'imposer à la face du monde. On ne peut pas tout accepter. Parce que lorsque vous prenez les exemples que vous prenez là, ça voudrait pouvoir dire que ce sur quoi nous avons insisté n'est pas important puisque partout dans le monde... Excuse-moi, tu refusais les textes tout à l'heure. Tout ce que tu dis là, c'est dans les textes. Non, je n'ai pas refusé, monsieur Dipou, je n'ai pas refusé les textes. Non, tu disais qu'on a les textes, mais on n'applique pas. Il y a une volonté qui manque. J'appuie ce que tu dis. Au Cameroun, il y a une philosophie qui existe dans le texte. Dans notre point de vue, nous sommes des politiques. Malheureusement, on n'applique pas. Nous sommes des politiques, nous pensons que le foot doit être développé dans l'intérêt général. Et l'intérêt général commande que nous ayons des stades aux normes, à la dimension de notre pays. Mais les stades sont en train d'être construits pour la CAN à venir, pour le CHAN en 2020 et les CAN à venir. Sauf si vous voulez retourner le couteau dans la plaie, vous savez que nous sommes en 2019 et que le jour d'y est passé. Voilà. Et il y a un glissement, donc maintenant c'est 2021. Non, attention, parce que le point de mire c'est 2021. Lorsque vous dites ça, ça peut donner l'impression que nous étions le football camerounais est bien organisé. Ce sur quoi nous insistons, c'est la qualité de l'organisation.
c'est la qualité de l'organisation. Parce que de toutes les façons, c'est la qualité de l'organisation qui donne les résultats les meilleurs et sur le long terme. C'est vrai qu'on ne va pas gagner tous les jours, mais avec le potentiel que l'on a au Cameroun en matière de joueurs, avec le potentiel économique aussi, parce que le foot, c'est aussi une affaire qui doit être adossée sur les sponsors, etc. La victoire de demain, nous sommes capables de faire mieux. Nous sommes capables de faire nettement mieux. C'est ce sur quoi nous insistons. Donc les autres questions sont périphériques et elles seront traitées au fur et à mesure que nous aurons avancé sur le chemin essentiel. Parce que même pour aller faire la corruption dont on parle, il y a quand même l'infrastructure. On ne peut pas avoir des gens qui jouent dans la boue, des joueurs qui réclament les primes à 24 heures du match. Mais elles sont en train d'être mises sur pied. Moi, j'étais à Japoma, je visite Japoma régulièrement. Le gros œuvre est presque fait. Vous passez par avion. Justement, le gros œuvre, il est fait, mais les routes, elles vont suivre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'organisation. Quand on demande une organisation, M. Mahop, c'est que l'on puisse dire, en ce moment-ci, où nous nous trouvons, il y a 150 000 licenciés à la Fédération camerounaise. Voici l'âge, voici la quantité de minimes que nous avons, le nombre de minimes que nous avons. Voici le nombre de juniors que nous avons. Voici le nombre de seniors. Les écoles de foot ont enregistré tel nombre de jeunes apprenants cette année. Nous avons pu placer tel nombre de joueurs. Notre championnat commence à tel moment. C'est en saison sèche, ça se joue en saison sèche. Voilà. Aujourd'hui au Cameroun, nous n'avons pas cela. Et nous devons pouvoir avoir une organisation telle que quelqu'un se lève ici, comme on le voit ailleurs, il est supporter de l'Union de Douala, et il s'en va à Maroua regarder un match en prenant un train à grande vitesse. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de faire une organisation, ce n'est pas de dire à Japoma, il y a déjà la lumière. On dire que l'Africa Foot va construire les TGV maintenant. Non, quand on dit de penser l'environnement du foot, c'est de penser l'environnement global. On n'a pas besoin de faire des clubs villageois où la Coupe du Cameroun vagabonde de village en village. Il faut quand même un certain nombre de populations pour faire de grands clubs. C'est ce qu'on dit. Il faut une économie conséquente pour faire de grands clubs. Ce n'est pas de dire que le stade qui devait se construire depuis peut-être 10 ans, on est en train de mettre les lumières. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour que nous avancions tous. Merci, cher monsieur, d'être venu à cette... Ça y est, c'est fini. Le temps passe très vite, hein, qui notre soir, malheureusement. Voilà, monsieur Jules Bézélé. Oui. Il continue, Zidov. Je réfléchis. Ok. Jean-Baptiste Ketchatin, on continue avec Zidov. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Il faut faire le bilan et en tirer les conséquences. Qui doit faire le bilan? Tout le monde qui est responsable d'abord. Oui. Et surtout, les Camerounais doivent s'organiser pour mettre la pression. Okay. Il faut de vrais clubs de supporters de Lions indomptables. Okay. Il faut de vrais clubs. Les gens qui sont dans la presse sportive, ils doivent être des journalistes conséquents qui peuvent... les médias qui doivent accompagner les Lions, non pas pour, comme on voit souvent là, des gens qui prennent parti pour un tel suite à base de choses qui ne sont pas vraies. Question fondamentale. Il faut football. Oui, Alain Djipo. S'il y a des gens qui doivent évaluer dans le bilan de Clarence Seedorf, oui. Clarence Seedorf ou bien la CAN 2019. Non, attendez, laissez-moi d'abord dire ce que j'ai envie de dire. Parce que vous parlez du bilan de Clarence Seedorf. Non, il faut bien qu'il y ait des instances camerounaises qui doivent évaluer le rapport que ce monsieur va produire. Oui. Maintenant, ma question, c'est de savoir qui va nous évaluer les rapporteurs. C'est-à-dire ceux qui vont être chargés. Qui vont être chargés. Ok. Non, attention. L'équipe appartient au La vérité, c'est qu'à un moment donné, on a le sentiment que le sommet ne fait rien, précisément, pour que les choses... Merci. Clarence Seedorf, 974 matchs comme joueur, 146 buts, 5 Champions League, exceptionnel comme joueur. Après, il peut rester, parce qu'il est contractuellement lié, s'il faut le limoger maintenant, c'est 60 millions fois. Le restant du contrat, ça risque d'être énorme pour la Fédé. Deuxièmement, le directeur TD national, qui est supposé être son patron, M. Noah, se doit de s'entretenir avec lui et lui donner une feuille de route qu'il doit respecter, notamment la résidence au Cameroun et un système de jeu bien établi. Dans ce cas, il y aura plus de tâtonnements et on le verra. Deux appartements ultramodernes ont été aménagés au quartier Bastos à Yaoundé par le gouvernement pour Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Djeleng 5.